va donc arriver au regard croisé collaboration État-filière pour une souveraineté industrielle européenne. Pour en parler, j'invite Madame Anne-Sophie Dessillon et Messieurs Alexandre Israélian, Frédéric Grisot et Régis Boisjogrin. J'espère qu'il est là. Je pense qu'il arrive aussi. C'est formidable. Alors on peut allumer la lumière. C'est dans un mouvement formidable. Venez vous installer pour cette première table ronde. Merci beaucoup. Vous vous mettez dans le même ordre, c'est ça, voilà. Et vous êtes encadré. Ah oui, alors on a un fauteuil en moins, donc je vais avoir un petit peu d'espace et de recul. Vous êtes encadré par deux femmes, donc c'est formidable. Voilà, ça commence très très bien. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Donc je le rappelle, hein, voilà, le numéro par SMS s'affiche si vous voulez poser vos questions. J'ai une tablette et en général ça fonctionne plutôt pas mal et c'est vrai que ça permet de créer de la dynamique et peut-être de prendre encore plus de questions. Donc n'hésitez pas pour nos intervenants. Régis Boisjogrin, merci beaucoup d'être avec nous, directeur exécutif interconnexion et offshore chez RTE. Alors ce matin, justement, avec Gros de Saint-Martin, on a déjà évoqué les questions de réseau, de raccordement, mais on va voir avec vous à quel point aussi c'est important dans des enjeux globaux industriels dont on parle et qui est largement au cœur, évidemment, de ces assises. Frédéric Grisot, merci beaucoup d'être avec nous, un vice-président du CER, pilote du pôle industrie éolien offshore. Donc vous allez vous aussi apporter votre éclairage. Je vous passerai la parole dans un instant au premier, parce que c'est bien quand on parle de ces sujets industrie de faire le point et de savoir l'état des lieux où on en est en la matière. Alexandre Israélian, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de projet des industries des renouvelables et de la planification de l'énergie dans l'industrie au sein de la DGE. Donc là, vous allez aussi, de la même façon, pouvoir nous éclairer sur les différents points, NZIA, les critères, la robustesse, enfin, on va parler de tous ces sujets-là, et également avec la représentante de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Merci Anne-Sophie Dessillon, directrice du développement des marchés et de la transition énergétique, d'être présente sur ce regard croisé. Alors il est plus que croisé, là vous êtes à 4, donc c'est un super croisement, mais c'est à nouveau beaucoup d'échanges. Alors Frédéric Grisot, je me tourne vers vous parce que quand on parle justement d'industrie, depuis ce matin on a parlé des enjeux en termes d'emploi, c'est bien de les rappeler parce que ça permet aussi de poser les enjeux industriels et les enjeux de filière qui sont derrière le déploiement des EMR. Je vous en prie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Oui, je vais brosser en introduction de cet après-midi un petit panorama rapide avec quelques chiffres de l'industrie européenne de l'éolien en mer, même si vous tous, vous êtes bien au courant, ça vaut le coup de mettre un peu tous ces chiffres les uns derrière les autres. Alors c'est d'abord une industrie qui a été inventée par les Européens, il faut s'en souvenir, et l'Europe en est encore le leader mondial. C'est une industrie qui a gagné la bataille de la compétitivité. Ça, c'est important. Il y a une dizaine d'années, on était à 140, 150, voire plus euros du mégawattheure, et on se disait, dans 10 ans, on sera à 100. 10 ans après, on est aux alentours de 50. Alors on se posera la question dans cette table ronde, jusqu'où peut-on aller, et tout cela est-il bien raisonnable? Ça fera partie des sujets. Et cette performance en termes de compétitivité, elle est due aux innovations qui ont été développées par les leaders européens. Les turbines de grande taille, les fondations XXL, l'industrialisation de l'installation, etc. Donc un premier point important, c'est qu'il y a assez d'acteurs en compétition en Europe, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on garantisse les meilleurs prix aux consommateurs européens avec des retombées industrielles en Europe. Ce sont aussi 110 000 emplois aujourd'hui en Europe, avec un potentiel de 350 000 à l'horizon 2030-2035. En tout cas, c'est ce qui est relevé par la profession au niveau européen. En France, c'est un tiers des capacités de production européennes de turbines, de pales, de sous-stations. Et on en a parlé ce matin, c'est 8 000 emplois et une croissance d'environ 1 000 par an, avec un objectif de 20 000 emplois en 2035, tel que nous l'avons collectivement signé dans le pacte. C'est aussi la moitié du chiffre d'affaires à l'export, hein, vous l'avez vu ce matin, hein, plus de la moitié du chiffre d'affaires de cette filière en France est faite hors de France. Et aujourd'hui, 95% des composants de l'éolien offshore européen sont fabriqués en Europe. On peut encore citer les quelques pièces ou les quelques endroits où des productions non européennes sont rentrées sur notre marché. Et il faut aussi dire qu'aux États-Unis, quasiment 95% des composants de l'éolien offshore installés aux États-Unis aujourd'hui sont des composants européens, installés par des sociétés européennes. Donc, leader, innovante, compétitive, exportatrice, c'est ça l'industrie européenne de l'éolien offshore. De combien d'autres industries en Europe pouvons nous dire la même chose? Et c'est une vraie réussite collective avec le soutien fort des États par les mécanismes d'appel d'offres, les tarifs garantis,
Et c'est un vrai exemple réussi de politique industrielle européenne, un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Ça, nous l'avons fait tous ensemble. Alors aujourd'hui, cette industrie, elle fait face à 2 menaces existentielles et un grand défi. La première menace, c'est la course aux prix les plus bas, qui fragilise une filière qui globalement ne fait pas de profit, voire en perd beaucoup. Il suffit de regarder les chiffres des grands turbiniers aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser... C'est peut-être en touchant le bas du... D'accord. Non, c'est vrai qu'on a l'impression... J'ai l'impression qu'il y a une coupure de micro. Non, c'est... Oui, vous m'entendez ? le mien, Bon. voilà, merci beaucoup. Voilà. Ça, vous avez raison, il y a une coupure. Et la question qu'on peut se poser, j'ai discuté avec tous les acteurs de rang 1 présents sur le territoire français pour préparer cette table ronde, c'est est-ce que c'est soutenable à moyen terme ? Et aujourd'hui, beaucoup sont persuadés que ça ne l'est pas encore aujourd'hui. La deuxième menace existentielle, qui est bien connue de tout le monde, c'est la surcapacité chinoise sur les turbines en particulier, probablement soutenue par des subventions, et qui surfe sur la vague d'innovation et de compétitivité développée par les Européens. C'est-à-dire qu'on est passé, nous, de 1 MW à 15 MW de turbines en 10 ans. Ils arrivent à passer de 12 à 26. Voilà. Mais toute la courbe d'apprentissage au préalable, ce sont nous, les Européens, qui l'avons créée. C'est comme si vous couriez un marathon et qu'au 40e kilomètre, il y a 2 coureurs tout frais et qui sont pleins d'énergie, qui courent juste les 2 derniers kilomètres, et vous imaginez bien qui est-ce qui va gagner la course. Donc ça, ce sont nos 2 menaces. Notre défi, paradoxalement, c'est l'augmentation verticale des volumes à installer dans les prochaines années. 3 à 4 fois plus que ce que nous avons installé en 2023, par exemple. Donc aujourd'hui, les industriels, ils ont un vrai dilemme. Il faut augmenter les capacités sur un marché où on ne gagne pas d'argent, où mes compétiteurs européens non européens ne jouent pas avec les mêmes règles. Est-ce que je vais avoir un level playing field ? C'est un mot qui est employé dans le NZIA, dont on va reparler. Ou est-ce que je vais être face à une concurrence totalement ouverte ? Alors comment on peut capitaliser sur cette position exceptionnelle dans les 10 prochaines années et ne pas casser l'élan acquis les précédentes décennies ? Très bien. Alors justement, comment on peut capitaliser ? C'est là-dessus qu'on va rebondir sur la table ronde et vous pourrez réagir évidemment, Frédéric Grisot. Donc je vais passer la parole à Alexandre Israélian pour... on pose cette question. Vous l'avez évoqué, vous avez parlé de NZIA. Il y a le contexte européen et des questionnements qui sont apparus dès ce matin. En quoi est-ce, à vos yeux, une opportunité, et notamment sur le sujet du critère de résilience ? Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. C'est avec joie que j'interviens aujourd'hui. Je crois que je peux, si je n'étais pas venu, je pense que Frédéric avait bien dressé tous les enjeux de la filière industrielle. Donc je pense que le travail de la DGE à cet égard-là va être d'un apport limité, mais je vais essayer effectivement de vous donner quelques indications sur comment on voit les choses pour arriver à ce level playing field qui, pour nous, est effectivement un enjeu majeur. En tout état de cause, c'est effectivement une opportunité. La difficulté qui se pose aujourd'hui, elle est telle que celle que Frédéric l'a présentée sur l'enjeu par rapport à la concurrence. Et donc, pour travailler ou industrialiser à armes égales, il faut nécessairement un certain nombre de mesures, et ces mesures sont déployées au terme de 3 années de travail intensif, à savoir un soutien à l'offre et un soutien par la demande. Et là, je vais parler principalement du soutien par la demande, même si on reviendra après sur le C3IV, soutien à l'offre, etc. Donc, sur le soutien à la demande, bien évidemment, le NZIA est une opportunité. Que dit le NZIA sans refaire toute l'histoire, parce que je crois qu'on la connaît à peu près tous ici, on en a déjà beaucoup parlé, c'est de dire qu'à l'échelle de l'Union européenne, il faut qu'il y ait, d'ici 2030, à peu près 40% de capacité manufacturière dans le champ des énergies renouvelables. Bien évidemment, l'éolien en mer fait partie de ces 40%. À voir dans quelle mesure cela prendra plus ou moins de place en fonction du mix énergétique et électrique. Mais nécessairement, c'est un élément sur lequel la France est très porteur, puisque, comme Frédéric l'a dit, on a une filière qui est très soutenue et qui est existante en France. Et que aujourd'hui, quand même, la majorité des composants sont produits en Europe et en France. Et donc cette position-là, il faut la maintenir. Maintenant, compte tenu des difficultés et des enjeux, c'est un vrai challenge. Et donc le NZIA, avec ce critère cet objectif de 40%, apporte de la matière pour le faire. Ce serait trop simple que de dire que 40% permet d'atteindre l'objectif. Je pense qu'il faut regarder plus loin dans le détail en se disant dans quelle mesure il y a
un- un- la réalisation de cet objectif avec l'objectif de couvrir 30% des enchères. C'est la deuxième chose que dit le NZIA, à savoir que 30% des enchères, donc des mécanismes de marché pour soutenir les énergies renouvelables, avec un tarif, soient couverts par les critères du NZIA, et dont la résilience. Et donc, entre le 40 et le 30%, il faut travailler finement. Et la difficulté, bien évidemment, comme vous le savez, c'est que chaque État membre de l'Union européenne a ses préférences nationales au regard de ses intérêts. Donc c'est à la fois un travail que l'on doit faire en interne au niveau européen, au niveau national, et un travail qu'on doit faire aussi au niveau européen. Et je salue le fait que l'on ait une volonté réelle du CERD de nous soutenir à l'échelle européenne durant les prochaines échéances, notamment pour travailler sur les actes d'exécution du NZIA. Donc, critères résilience. Dire que, sans reprendre la définition, c'est effectivement un critère à la base de diversification, mais sur lequel, côté français, on porte l'ambition d'aller un peu plus loin et de dire qu'il faut sortir des dépendances et s'assurer qu'on ne recrée pas des dépendances. Bien évidemment, recréer une dépendance par rapport à d'autres ENR que je ne citerai pas ici, mais que l'on connaît tous. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit suffisamment solide, et donc c'est un enjeu d'avenir. Et je considère aujourd'hui, enfin côté État, on considère que l'on est désormais dans la phase de mise en œuvre. On a réussi, à l'issue de plusieurs années de discussions et de négociations européennes, à avoir ce critère-là. Donc maintenant qu'on l'a, il faut qu'on en fasse un maximum. Et donc c'est un enjeu de mise en œuvre. De mise en œuvre parce que il faut qu'on soit en mesure de dire ce critère de résilience, comment il s'applique, tout en favorisant d'un côté l'industrie, mais en même temps sans la pénaliser, parce que nécessairement il faut des intrants pour construire les éoliennes qui viennent d'ailleurs de l'Europe. Donc il y a un juste travail à faire, et là-dessus on a fait une concertation le 9 septembre avec chacun d'entre vous quasiment ici. On s'en félicite et ça appelle une responsabilité. Et c'est là où je porte aussi un message assez clair que je relais individuellement, mais je le redis aussi collectivement. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une forte structuration et discussion entre les énergéticiens, les industriels, que chacun joue sa part. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait cette concertation le 9 septembre pour préparer les futurs critères du NZIA, dont la résilience que l'on a travaillé ces derniers temps. Donc, dire c'est un effet d'aubaine, une opportunité absolument clé pour structurer et travailler à armes égales face à d'autres concurrents. Je pense que c'est absolument essentiel. Alors, je voulais parler avec vous des autres critères hors prix, mais est-ce que Anne-Sophie Dessillon veut tout de suite réagir? Et après, on parlera aussi de la question des autres critères hors prix. Et pour votre commentaire aussi pour la creux sur NZIA. Peut-être oui, alors je ferai peut-être le pont avec les autres critères hors prix. C'est vrai que, déjà merci aussi pour l'invitation, je suis ravie aussi d'être là aujourd'hui. La Creux dit tout. Approchez bien juste le micro, voilà, on vous entend la jusqu'au Creux bout. passe le message depuis longtemps qu'il faut trouver un chemin de crête entre compétitivité des LCE, de la filière, parce que mine de rien ça pèse sur le budget de l'État, mais aussi il faut qu'on arrive à concilier le maintien de la chaîne de valeur en Europe. Donc il faut, voilà, c'est un chemin de crête qui n'est pas forcément évident à trouver. Et dans le cadre de cette recherche du chemin de crête, la Creux milite depuis longtemps maintenant, au fur et à mesure des différents cahiers des charges, des différents appels d'offres, pour que ce fameux critère prix, alors on est obligé de le mettre sur 70, mais il y a des parades qu'on peut faire, qu'on puisse trouver des parades pour que le critère prix soit moins prépondérant et qu'on puisse différencier les offres sur des critères de robustesse ou de résilience. Donc dans ce cadre-là, NZIA est évidemment une énorme opportunité. La Creux, d'ailleurs, alors c'est pas la Creux qui pilote, hein, c'est le gouvernement et au premier chef la DGE, mais donc on est en soutien pour effectivement essayer de dimensionner au mieux ces différents critères. Nous aussi, on peut amener notre connaissance des appels d'offres, de comment un critère peut être bien dimensionné pour qu'il fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors au-delà de la prépondérance du critère prix, qui est un problème, on a certaines guidelines de l'Europe, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il y a des façons de faire pour que ce critère prix finalement, que le prix joue moins de poids dans la note. Notamment, on peut calculer la note qu'on attribue en fonction du prix différemment. Donc en fonction des formules de calcul, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
ça peut vraiment baisser le poids de ce critère prix, et ce qui laisse de la place, et c'est ce que nous on milite, pour d'autres critères. Après, il y a aussi aujourd'hui, donc en plus des critères prix, on a un critère robustesse qui petit à petit, on s'en réjouit, prend de plus en plus de place. Il était sur 5 points. Là, dans les cahiers des charges qu'on a publiés hier pour les AO7 et AO8, il est passé à 8. La Creux milite pour qu'il passe à 10 voire plus. Je crois que la filière soutient cette augmentation du poids du critère robustesse. Et à côté, aujourd'hui, on a des critères environnementaux, sociétaux et de développement territorial. Dans l'objectif, c'est louable, mais en vrai, les critères tels qu'ils sont définis sont non différenciants. Donc en fait, ils ne servent pas à grand-chose. Donc l'idée aussi, c'est d'apporter notre expertise pour que ces futurs critères NZIA soient bien dimensionnés, pour qu'ils soient vraiment différenciants, et que les offres qui sont les plus vertueuses pour répondre à ces enjeux de souveraineté industrielle soient effectivement ceux qui récupèrent le plus de points dans le sauvegarde. Et puis après, peut-être petite vigilance, mais ça c'est peut-être un peu le côté scrogneux de la Creux quand elle fait des instructions, il faudra vérifier aussi qu'ils ne sont pas contournables. C'est un peu le gros risque de ce genre de critères. Il faudra qu'on vérifie que, voilà, notamment, on a pas mal tâtonné sur les critères d'évaluation carbone. Il faut s'assurer qu'en fait, le critère voilà, nous permet vraiment de mesurer la réalité de l'offre en termes de plus-value industrielle. Voilà. Alors justement, un complément que vous voulez apporter, Alexandre Israélian, à justement ces critères hors prix dont parlait Anne-Sophie Dessillon? Peut-être un très rapide complément, parce que je crois que beaucoup de choses on a déjà dit beaucoup de choses. Il y a le critère carbone qui est absolument essentiel. On le dimensionne avec les services de la Creux. Là-dessus, je pense qu'on aura des discussions à venir. Bien évidemment, le tournant que l'on a engagé sur un certain nombre de technologies vertes, sans les citer ici aussi, mais sur lesquelles on pense que le critère carbone peut être différenciant pour soutenir l'industrie européenne, c'est absolument clé. Et donc, bien sûr, se pose la question de changer la façon dont on appréhende le critère carbone, supprimer les ACV, passer à un mix pays pour différencier la production d'équipements sur la base du mix énergétique qui est utilisé pour produire ces équipements, etc. etc. Et tout ça, on le travaille avec vous, et on va le travailler encore plus finement prochainement avec la Creux aussi. Alors, juste une dernière question, et puis je passerai la parole à Régis Boisgerin qui pourra réagir à ces sujets-là. Vous avez parlé de concertation avec les professionnels. C'est juste d'avoir aussi un peu, peut-être une idée du calendrier, comment ça avance, puisqu'il y a NZIA, et puis alors, il y a des réflexions qui sont engagées sur les critères et soulevées aussi par la Creux. Mais c'est vrai que d'un côté, il y a aussi un calendrier industriel, il y a un calendrier de déploiement, et on peut se poser la question de ne pas perdre du temps aussi, si je puis dire, dans cette histoire-là, quand on comprend les enjeux. Merci pour la perche, parce que je pense que c'est un point clé. J'aurais pu effectivement le mentionner tout à l'heure en introduction, mais ce qui nous paraît absolument clé côté des jeux, et on s'y astreint, et grâce à vous, parce qu'on récupère les éléments grâce à vous, on est dans une dynamique de construction de critères hors prix pour faire du contenu local, mais nécessairement il faut le faire en fonction du développement de l'industrie. Donc il faut le faire au bon moment et de la meilleure des façons. Donc là-dessus, il faut absolument que vous nous irriguiez en éléments techniques pour dire là on peut y aller sur telle ou telle filière. On parlait par exemple de la filière des éléments permanents, en se disant ça y est, on peut se sourcer en Europe avec des éléments permanents recyclés par exemple. À ce moment-là, on peut faire entrer en vigueur un critère sur ce segment. Tout ça pour vous dire que effectivement le sujet de la cohérence est important. Après, plus concrètement, pour les prochaines étapes, ce qui est certain, c'est que je ne me prononcerai pas sur un certain nombre de sujets qui relèvent bien sûr des matières les plus sensibles, donc je ne vais pas déflorer un certain nombre de choses, notamment sur les AO. Ça, je m'en remets aux collègues. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a quand même bien avancé pour l'application, la construction des critères, notamment de la concertation qu'on a faite le 9 septembre, des GEC des Jeux, et à laquelle la Creux a été invitée. Et donc, à un moment donné, vous aurez les éléments constituant le résultat de cette concertation. Et sachant que je pense que vous n'aurez pas trop de surprises, et aussi avec l'assurance que l'on vous a beaucoup écouté pour les adapter au mieux. Donc ça, c'est à venir, c'est une question de semaines, pas de mois, mais de semaines, je pense. Donc vous aurez, en tout cas côté énergéticien, la possibilité de les connaître. Après, au-delà de ça, sur le NZIA, il y a une étape qui est absolument clé, qui est la négociation des actes d'exécution au 30 mars 2025. Ce qui ne nous empêche pas, entre-temps, de d'ores et déjà mettre dans les cahiers des charges des critères,
puisque la Commission nous a dit qu'on pouvait le faire, donc on s'y emploie, que ce soit sur cette énergie renouvelable, mais comme d'autres. Et donc, en janvier-février, il est fort probable que je passe un certain nombre d'appels auprès de vous pour avoir des éléments techniques pour justement avoir les meilleurs arguments pour négocier ces actes d'exécution qui se passent en groupe d'experts, donc dans une comitologie un peu particulière à Bruxelles auprès de la Commission. Alors, j'allais dire, vous allez répondre. Il y a une question qui a commencé à arriver, mais vous avez vous l'avez presque répondu, puisque vous parliez de commission à Bruxelles. Y a-t-il une concertation avec les autres pays européens sur le sujet? La France ne doit en effet pas être seule. C'était typiquement ce que vous venez de nous expliquer. Alors, il n'y a pas de concertation générale. Enfin, la Commission va peut-être lancer un exercice de concertation, mais ça encore à vérifier. Il faut voir. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, théoriquement, dans l'exercice de la comitologie, la Commission est obligée de publier sur une plateforme publique les actes d'exécution qui auront été discutés entre les États. Mais cette publication ne sera faite qu'à l'issue de la négociation entre les États. Et après, soyons réalistes, les paramètres évoluent difficilement, sauf s'il y a un énorme red flag qui est formulé par les acteurs économiques, industriels, énergéticiens, etc. Donc, en tête de cause, vous aurez bien évidemment une connaissance plus fine de ces sujets par ce biais-là. Je pense qu'entre-temps, il faudra qu'on regarde comment on fait pour vous irriguer aussi en éléments. Mais de toute façon, la V0 des futurs cahiers des charges vous permettra d'en connaître côté énergéticien, puisqu'il y a quand même un sujet économique et de concurrence. Voilà. Alors, Régis Boisgrave, je vais vous passer la parole. Maintenant, on a parlé NZIA, vous pouvez commencer à commenter ce qui a été dit depuis le début de la table ronde. Vous rappelez aussi qu'un pacte éolien en mer a été signé, qui vise à 50% de valeur ajoutée industrielle pour atteindre les objectifs dont on parle depuis ce matin. Comment RTE appréhende-t-il ces sujets? Alors, merci pour l'invitation. Alors, nous, on appréhende ces sujets déjà au travers de la souveraineté énergétique. C'est ce qu'on appelle la grande bascule. Aujourd'hui, 60% de notre consommation énergétique s'appuie sur des fossiles importés. Il faut qu'on change complètement de socle, qu'à l'horizon 2050, 60% de notre consommation énergétique soit à base d'électricité décarbonée. C'est un shift considérable parce qu'aujourd'hui, l'électricité représente un peu moins de 30% des sources pour la consommation énergétique. Donc ça signifie deux choses. La première, c'est qu'on a besoin de toutes les énergies bas carbone. Donc ça ne sert à rien de vouloir opposer nucléaire et énergie renouvelable. Il faut plutôt faire alliance pour essayer de chasser le fossile de notre consommation énergétique. Et la seconde, c'est qu'on a besoin de la part de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui, d'un État stratège, c'est-à-dire d'un État qui fait de la planification. Sans planification, que ce soit nous, opérateurs, ou que ce soit les industriels, personne n'investira, personne n'innovera, personne ne développera ses capacités de production. On se dira, bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment? Est-ce que ça va durer? Voilà. Et de ce point de vue, on a quand même fait une avancée considérable ces dernières années et même ces dernières semaines, puisqu'on a vu la publication pour les EMR d'une décision ministérielle qui nous donne de manière assez précise les localisations, les capacités envisagées et un calendrier indicatif, notamment avec l'appel d'offres massif à Oudis pour l'attribution de parcs éoliens en mer. Donc ça, je dirais, c'est un prérequis, mais ça vaut quand même la peine de se le rappeler collectivement, c'est-à-dire que sans État stratège et sans planification de notre politique énergétique et accessoirement pour les EMR, planification des espaces maritimes concertés avec les autres usagers, on aura du mal à avancer. Après, pour RTE, donner de la visibilité, c'est aussi donner à voir notre plan d'investissement industriel. Alors ce plan d'investissement industriel, il est très attendu, il arrivera en janvier. Son nom technique, c'est le SDDR, mais ça n'a pas grand sens, c'est 10 ans, alors qu'en fait, on donne une vision sur 15 ans. En fait, ce qu'il faut retenir, la philosophie, c'est aujourd'hui celle des 4 R. Première, c'est raccorder. Donc raccorder à la fois les productions bas carbone, raccorder aussi les industries qui sont en train de se décarboner et de shifter sur de l'électrique. C'est aussi renforcer notre colonne vertébrale, notre réseau à très haute tension aérien, 400 000 volts.
C'est enfin renouveler un certain nombre de composants vieillissants du réseau pour les rendre notamment plus résilients au changement climatique. Et le quatrième R, c'est travailler la relocalisation de notre tissu industriel pour réaliser justement ce plan d'investissement qui est considérable. Et donc si je l'illustre dans l'éolien en mer, nous on fait face à finalement une montagne à gravir, puisque si je donne un résumé des épisodes précédents, la première programmation pluriannuelle de l'énergie, c'était 6 projets pour raccorder 3 gigawatts. On est en train on va le finir d'ici 18 mois, 2 ans, ce programme. Et tout ça, en raccordement, ça a coûté de l'ordre d'1,3 milliard, sachant que c'était des raccordements pour lesquels RTE ne prenait en charge que les câbles sous-marins. La PPE2, l'ensemble des projets aujourd'hui sont en phase de développement. De premiers projets vont passer en phase construction l'année prochaine. 7 projets de l'ordre de 8 gigawatts. J'intègre les extensions pour les parcs AO5, AO6 et AO7. Et ça sera plus de 10 milliards pour réaliser les ouvrages de raccordement. Et enfin, la PPE3, aujourd'hui, telle qu'elle est annoncée, si je prends AO10 plus potentiel AO11, on est à 15 gigawatts sur 10 projets. Et ça va évidemment mobiliser plusieurs dizaines de milliards d'euros pour le raccordement. Et donc, du coup, ça nécessite pour nous à la fois d'être attentif finalement à la manière de planifier tout ça, mais aussi d'être attentif à ce R de relocalisation. Alors, au niveau de la PPE1, c'était simple. Finalement, on mesurait un peu les retombées économiques locales sur nos projets. On est aujourd'hui déjà à plus de 150 millions d'euros sur le milliard 3. Local, hein, pas française, local. Là, la PPE2, on a signé un premier contrat pour plusieurs projets. Donc on essaye d'être dans la standardisation, la réplication, avec Hitachi et les chantiers de l'Atlantique. C'est un contrat de 4,5 milliards qui prévoit la fourniture de 3 plateformes en mer et de 3 stations de conversion pour nos premiers raccordements en courant continu. Et pour la PPE3, je peux juste vous donner un peu les ordres de grandeur. Et ça vous fait 50% de retombées en France. Ah bah vous faites bien de me le rappeler, effectivement. C'est ça. J'ai bien fait de le noter. Bravo. Bravo. Effectivement, c'est un contrat sur lequel on a la chance d'être à plus de 50% de valeur ajoutée industrielle en France. Là, on est du local français. Et donc, du coup, on est bien dans la boussole du pacte éolien en mer qui fixe cet objectif non contraignant, mais qui fixe un peu cet objectif. Et pour la PPE3, on va devoir investir et acheter de l'ordre de 3700 km de câbles, et on va devoir sécuriser sur 2 paliers techniques une dizaine de plateformes en mer et une dizaine de stations de conversion courant continu, puisque une des particularités de la PPE3, c'est qu'on a complètement basculé dans la technologie courant continu. Et d'ailleurs, dans le cadre de la NZIA, ça serait bien d'ouvrir et de préciser à ces composants courant continu qui peuvent être aussi des éléments de tension ou des goulets d'étranglement dans les chaînes de production, de pouvoir préciser les composants qu'on peut accompagner au NZIA. Voilà ce que je peux vous dire. Alors Frédéric Crézeau pourra réagir, mais j'ai une question qui est arrivée pour vous, Monsieur Boisgrin. Donc gardez le micro. Une question du public, alors, puisque vous parliez des chantiers de l'Atlantique. Quels critères de notation de contenu local sont utilisés dans les appels d'offres de sous-stations? Bon, on n'a pas de... Je ne pense pas qu'on ait de critères, en tout cas normatifs, de contenu local. C'est plutôt des incitations qu'on donne pour pouvoir finalement avoir une part de sous-traitance en France la plus importante possible. Après, nous, notre problème, c'est le problème de tout opérateur industriel qui a des gros volumes à faire. Le meilleur moyen de piloter la part locale, c'est de faire du multicontracting. En même temps, si vous faites ça, vous allez démultiplier vos équipes pour piloter, suivre les contrats. Vous allez prendre un certain nombre de risques sur la gestion d'interface avec des sous-traitants de rang 2, de rang 3. Alors, c'est vrai qu'avec les tensions qu'on a sur les marchés et aussi les tensions géopolitiques, on est de plus en plus attentif au contrôle de notre production et donc aussi au suivi et à la vérification des chaînes de sous-traitance. Mais c'est une chose
de vouloir contrôler et maîtriser ces chaînes de sous-traitance, ce que Chantier de l'Atlantique, dans le cadre du dossier qu'il a remis, mais ce n'était pas le seul, nous a montré. C'est une autre chose de vouloir, comment dirais-je, noter ou apprécier positivement dans une notation du contenu local. Frédéric Grisot, il y a beaucoup de choses que vous pouvez évidemment commenter, puisqu'on a détaillé notamment les critères de résilience en particulier, critères prix, hors prix, depuis le début, et les enjeux. Je vais revenir sur la question du NZIA, parce que c'est quand même un sujet important dans les mois qui viennent. C'est vrai que c'est enfin une porte qui s'entrouvre au niveau européen pour essayer de protéger son industrie, donc le pas est remarquable. Cela dit, pris à la lettre, le NZIA aujourd'hui, il est quasi inopérant, en particulier pour des filières, et c'est aussi pour ça que je me suis fendu d'une petite description, qui est déjà à 95% européenne. C'est-à-dire qu'il faut 40% de contenu européen dans l'éolien offshore, c'est divisé par 2 ou par 3 les volumes actuels. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Donc du coup, il faut effectivement une interprétation, alors j'avais mis agressive, mais Jules ce matin a dit volontariste, c'est plutôt un terme plus politiquement correct, une interprétation volontariste des critères, de façon à ce qu'on ait vraiment ce soutien à l'industrie européenne. Et je note, et je pense qu'on note tous que c'est la position de l'administration française et que c'est appréciable et c'est courageux, parce qu'en face, il va y avoir d'autres pays européens qui ne vont pas être d'accord là-dessus. Et encore une fois, vous pouvez compter sur le soutien de la filière, s'il faut monter à Bruxelles, pour développer un argumentaire. Donc c'est important d'avoir cette visibilité sur les critères, y compris sur leur stabilité dans le temps, parce que vous allez, au travers de ça, impulser une certaine politique industrielle. Donc cette stabilité dans le temps est importante, et une certaine homogénéité au niveau des pays européens, parce que chaque fabricant ne va pas sortir un produit spécifiquement pour chacun des pays européens. On a un marché qui est très grand, essayons de standardiser à minima ce qu'on va demander aux chaînes industrielles de façon à ce qu'elles puissent gagner en taille et donc en compétitivité, puisque plus on produit de composants du même type, et moins ils sont chers. Vous voulez ajouter d'autres choses encore sur les critères? Alors on va l'évoquer aussi, le détailler, le critère robustesse. Vous voulez en parler justement, puisqu'on commence à... Oui, je vois le temps qui court. Oui. Donc, alors on a un tout petit peu plus de temps que sur ce qui est affiché, mais vous inquiétez pas, on a commencé un peu en avance. Deux petits mots sur robustesse et résilience. C'est des mots qui ont été bien repris par la Creux. On sait que l'évaluation de la robustesse d'une offre, c'est un exercice très compliqué, j'allais dire un art très compliqué. Mais c'est plutôt une science complexe. Donc évidemment, nous sommes pour une augmentation du nombre de points liés à la robustesse. Je pense que l'ensemble des adhérents du CER est pour cette augmentation. Et l'exercice difficile, c'est de conjuguer à la fois robustesse, résilience et compétitivité. Vous l'avez dit, c'est quel est le meilleur niveau de prix qu'on peut obtenir avec une mobilisation suffisante de l'industrie européenne. Donc ça, c'est une question vraiment d'euros par mégawattheure que vous devez résoudre dans le secret de vos délibérations. Mais c'est aussi robustesse et résilience, je les vois comme deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire si on a une offre qui s'appuie sur une chaîne de valeur dans une zone économiquement sûre comme l'Europe, avec par exemple des accords de réservation de capacité, alors on doit avoir une offre qui est plus robuste, qui a plus de chances d'aller au bout dans les délais. C'est une vision qui peut faire un peu débat, mais effectivement, une partie de la chaîne de valeur souhaiterait que les développeurs puissent s'engager relativement en amont sur leur plan industriel. Alors en France, c'est compliqué avec les délais que nous avons, puisqu'il s'écoule, on a dit ce matin, 12 ans entre l'attribution et la réalisation. On espère tomber à 8, et 8, ça sera déjà bien. Mais à minima, à mi-parcours, un plan industriel qui permet aux industriels choisis d'investir, de développer leurs capacités, d'embaucher et de former, c'est absolument nécessaire. L'industrie manufacturière, c'est du temps long. Il faut du temps, il faut 4 à 5 ans pour monter une usine, l'équiper, former et monter en cadence. Si on n'a pas ce temps-là, alors on va regarder le train passer. C'est particulièrement vrai pour l'éolien offshore flottant, où là, il y a toute la chaîne de valeur à créer. Mais c'est vrai aussi pour les industriels qui ont redoublé leurs capacités, les capacités de fabrication de transformateurs, de câbles, etc. Tout ça, il faut du temps. Et il faut donc que les clients, les développeurs,
et comme l'a fait RTE, donne de la vision pour permettre d'investir suffisamment en amont. Ce genre d'accord cadre, il existe un peu partout en Europe avec la création d'usines. On peut citer Iberdrola et Aesea, on peut citer RWE avec Steelwind, on peut citer Navantia avec Ocean Wind. Voilà, il y a des gens qui s'engagent relativement tôt sur leur portefeuille de projets avec des industriels et ça permet de créer des usines et de créer de l'emploi. RTE en est un exemple aussi, bien évidemment, mais je ne vais pas passer mon temps à te faire des compliments, Régis. Voilà, mais c'est la bonne façon de prendre les choses quand on veut avoir du volume qui croît devant un marché qui risque d'être en tension. Alors Alexandre Israélian peut-être réagir aussi à cette proposition faite par Frédéric Grisot, cet objectif d'accord cadre aussi pour faire coexister, pourquoi pas, toutes ces structures et pouvoir avancer le plus vite possible sur les projets industriels. Bien évidemment, je plus sois à 2000% ce que vient d'indiquer Frédéric. Donc si d'aventure des accords cadres sont possibles, c'est très bien, on y est très favorable. Sachant que ce doit être une initiative aussi d'ordre privé entre les entreprises, donc tout est possible à partir du moment où il y a une volonté. Nous, côté régulatoire, côté État, on peut donner des incitations. Ces incitations, elles sont sur la durée entre le moment où on commence un parc, ou en tout cas on lance la mécanique, et le moment où il sort de mer. Je pense que là-dessus, il y a un travail encore à faire pour justement donner de la valeur à la question de la robustesse et de la résilience qui peuvent effectivement être un peu les revers du même médaille, dans la mesure où dès le moment où il y a un engagement industriel le plus tôt possible, ça permet de donner de la visibilité aux industries. Mais pour ça, ça nécessite effectivement que le délai de construction d'un parc passe de 12 à 8, voire à 7. Enfin, il faut qu'on voit comment on peut progresser là-dessus. Et ça nous engage côté régulatoire, bien sûr. Après, bien évidemment, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi un travail d'organisation de la filière, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je pense que ces événements réguliers comme celui d'aujourd'hui sont essentiels dans la mesure où il faut qu'il y ait des discussions à la fois stratégiques mais aussi techniques pour voir comment vous pouvez vous organiser et répondre aux attentes des uns et des autres, en étant le plus réaliste possible, bien sûr. Et donc là-dessus, moi, encore une fois, je plus sois l'idée qu'il y ait vraiment un travail de très grande proximité et très clair pour soutenir une filière industrielle entre les énergéticiens et les entreprises. Et sur la question du soutien qui peut être fait, il y a des outils de soutien par la demande, mais aussi spécifiques par l'offre. Alors, comment ce soutien se traduit-il ? Alors, effectivement, en parallèle du soutien à la demande, et encore une fois, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, on n'avait aucun outil quasiment. Donc je trouve que déjà être aujourd'hui en capacité de parler de NZIA et de C3IV, je pense qu'il y a 3 ans, avec Frédéric, on n'était pas du tout garanti d'être là. Et heureusement, quelque part, que la crise ukrainienne nous a forcé, l'IRA américain nous ont forcé à prendre un peu les devants pour avoir des bonnes décisions politiques là-dessus. Mais effectivement, le soutien à la demande est une chose, le soutien à l'offre en est une autre. Nous, bien évidemment, on fait un suivi très précis, comme vous le savez, par le biais du Crédit Industrie Verte C3IV. Je vous encourage bien évidemment à accélérer autant que possible le dépôt des projets dès lors que vous en portez un. La difficulté, bien évidemment, c'est que ce régime, enfin ce C3IV est assis sur un régime d'aide d'État qui est normalement qui prend fin décembre 2025. Et donc, il faut qu'on continue à se défendre à Bruxelles pour dire qu'il faut pérenniser, à minima proroger, en tout état de cause, ce régime d'aide d'État par le biais du TCTF. Qui est je crois que vous répondez à une question comme ça de Frédéric avant même qu'elle ne l'ait posée, parce que je sais qu'il se pose des questions sur les délais. Donc, vous voyez, c'est parfait. Allez-y, continuez. Et donc, à minima proroger, mais ensuite pérenniser si possible, parce que ça fait partie de la boîte à outils que les États européens doivent mettre en place pour soutenir des industries à fort potentiel, qui nécessitent peut-être au départ des conditions de marché un peu organisées, mais qui au moins permettent de consolider une industrie et de faire émerger des nouveaux maillons. Encore une fois, par exemple les aimants permanents recyclés, mais aussi pour les câbles, construction de câbles. Et là-dessus, on a des sujets on suit de très près.
Peut-être une remarque sur le NZIA, Oui. sur la commande publique, notamment en Mhm. matière de câbles, puisque c'est dépendant de la commande publique. Vous avez posé la question s'il y a des critères hors prix qui s'appliquent. Oui, il y en a dans le NZIA. Ça s'applique effectivement. L'article 25 de la commande publique prévoit que la notion de résilience s'applique aussi pour tout ce qui est réseau. Donc ça doit être un soutien pour les filières que d'utiliser ce critère de résilience dans ce cadre-là. Et ça tombe très bien parce qu'on a un représentant de la fédération SICABEL des fabricants de câbles sur la table ronde après. Donc vous voyez, on pourra aussi parler de ce critère de résilience dont vous parlez. Anne-Sophie Dessillon, il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été évoquées. Peut-être revenir aussi sur le sujet des critères et en particulier de la robustesse, parce que vous aviez commencé à l'évoquer. Et peut-être aussi, vous suivez de près aussi, et ça fera le lien après avec Régis Boisjegrin, les sujets des raccordements aussi et des réseaux qui sont centraux dans cette histoire. Effectivement, je partage aussi énormément de choses qui ont été dites autour de cette table ronde aujourd'hui. Moi, je voulais revenir effectivement sur cette histoire de visibilité. Je pense que c'est essentiel. Donner de la visibilité. Enfin, on aura beau mettre les meilleurs critères du monde. Si la filière n'a pas le temps de se préparer et n'a pas de la visibilité sur les prochaines étapes, ça ne fonctionnera pas. Donc effectivement, il y a deux volets dans cette souveraineté industrielle, dans ces parcs offshore. Il y a la partie sur la partie réseau, donc qui est géré les raccordements qui sont gérés par RTE. Ça, la Creux, effectivement, est en soutien de tous les travaux initiés par RTE sur ce changement d'un peu de stratégie industrielle. Comme le mentionnait Régis, il y a déjà des contrats cadres qui ont été signés l'an dernier. La Creux qui doit approuver les investissements de RTE a évidemment adhéré à cette démarche. De finalement anticiper des commandes, donner de la visibilité à des industriels sur plusieurs années. Ça, c'est un peu un changement de paradigme. Ça veut dire aussi que le tarif va anticiper et payer plus tôt des choses, mais ça nous paraissait être une dépense anticipée pertinente. Donc il y a ce volet réseau donc, sur lequel la Creux est en soutien. La Creux, effectivement, se prononcera sur le fameux SDDR. Moi, je le connais que sous ce petit nom-là, donc je le nomme comme ça, en début d'année 2025. Et après, il y a aussi la partie souveraineté industrielle sur la partie du parc en lui-même. C'est là qu'on intervient sur les appels d'offres avec tous les critères. Et là encore, nous, sur toutes les filières, pas que sur le offshore, vous entendez généralement souvent la Creux dire il faut publier les calendriers, il faut donner de la visibilité sur quand seront les futures périodes et s'y tenir. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important et je voulais revenir là-dessus. Après aussi, je partage tout à fait le fait qu'il y a de la place pour des critères robustesse, il y a de la place pour les critères résilience et NZIA, et en fait les deux sont un peu liés. Effectivement, nous-mêmes, nous en ce moment, on est en train évidemment, je ne pourrais rien dévoiler sur les instructions récentes, mais on a bien vu nous dans nos analyses de robustesse, qui n'est pas une analyse effectivement facile. D'ailleurs, pour le dernier, on s'est appuyé aussi sur un collège d'experts pour être en mesure de mener à bien cette analyse robustesse. On voit bien qu'en fait les deux sont liés en fait quelque part. Et puis peut-être pour revenir sur, c'est vrai qu'on a parlé aussi beaucoup de NZIA. Nous on croit beaucoup aussi au critère robustesse qui est déjà là. Parce qu'on est assez convaincu que le passage à l'échelle, on a bien vu qu'on allait devoir changer de rythme et vraiment passer à un rythme de développement beaucoup plus soutenu. Ce passage à l'échelle, il ne peut pas se faire si on a des offres qui sont non robustes, avec un risque fort que les projets n'aillent pas au bout. Donc c'est pour ça que ce critère robustesse est extrêmement important et qu'on le pousse. Après, il faut rappeler aussi l'engagement de l'État en termes de temps et de ressources, avec beaucoup de débats publics pour organiser cette filière. Derrière, on a besoin que les projets lauréats soient au rendez-vous et que les projets aillent jusqu'au bout. Voilà. Je crois que Frédéric Rizzo, vous avez une petite question aussi sur l'AO9, je crois. Et j'oublie pas Régis Boisjegrin pour réagir, non? Alors, oui. Non, j'ai pas de questions sur l'AO9 particulièrement, mais de façon plus large sur le C3IV, je pense qu'Alexandre l'a mentionné. Il est important de voir qu'avec, justement, alors si, c'est certainement ce point-là, avec plutôt l'AO10 qui sera attribué fin 2026, personne ne pourra faire un plan d'investissement, on va dire, recevable par les instances du ministère avant au moins 2028 ou 2030. Donc si on veut que le C3IV soutienne les investissements dans l'éolien offshore flottant, il faut qu'il soit poursuivi au-delà de 2025. Alors tant qu'on parle d'investissement, je parle aussi des ports, parce qu'avant de pouvoir construire des usines, il faut avoir des terrains. Avant de pouvoir mettre des machines, il faut des terrains. Et donc les ports, ce sont les premiers investissements qu'il faut faire.
On voit aujourd'hui des esquisses, mais on a besoin de planification des travaux, de spécialisation des ports et d'un modèle économique. Tout ça n'existe pas encore. Et là, il y a vraiment urgence parce que le temps portuaire, il précède le temps industriel. Et maintenant, il faut décider, il faut lancer les travaux dans les ports. Et alors, Régis Boisjogras, vous pouvez réagir à ce qui a été dit à nouveau dans ce nouveau tour de table, et puis aborder quand même le sujet des compétences qui sont en filigrane, mais il y a un enjeu majeur aussi de compétences, parce qu'il y a des tensions, et on l'évoquait dès ce matin quand on avait une introduction aussi sur les métiers en tension. Oui, alors peut-être en clin d'œil en réponse à Anne-Sophie. Alors pourquoi le SDDR, c'est un peu daté, parce que schéma, en fait, c'est un plan d'investissement. Décennal, on le fait sur 15 ans maintenant. De développement, oui, on fait du développement, mais on fait aussi du renouvellement, on fait plein d'autres choses. Donc réseau, oui, ça c'est bon. Voilà, donc il faudra peut-être à un moment qu'on change la terminologie, mais effectivement, formellement, son nom, c'est le SDDR. Je rappelle que j'ai quitté la direction des réseaux il y a 1 an maintenant, alors effectivement, je suis peut-être un peu tu datée. vois, ça, voilà. tu vois, ça a beaucoup changé. Sur les coûts échoués, nous, on y est confrontés. On y est confrontés parce qu'effectivement, on anticipe. Mais après, il y a un moment, on ne va pas pouvoir anticiper sans limite. Aujourd'hui, on a sécurisé, avec le contrat Hitachi Chantier de l'Atlantique, des plateformes pour des projets de raccordement de parcs dont le cahier des charges définitif vient juste d'être publié. Il a été publié en début de semaine, je crois, par la Creux. Donc on est déjà loin. On n'a pas de lauréat, on sait pas. On espère qu'il y aura un producteur lauréat, mais enfin voilà, c'est quand même assez avancé. Peut-être que sur la sécurisation de nos approvisionnements pour l'AO10, en fait, on aura signé avant même que l'appel d'offres soit formellement engagé dans sa phase finale. Donc il y a un moment, surtout vu les conditions aujourd'hui auxquelles on achète, puisque il y a des, j'ai pas le terme en français, des down payments, des prépaiements qui sont importants, qu'on peut comprendre parce qu'il faut aussi participer au financement de l'augmentation des capacités de production. Mais il y a un moment, cet argent, qui est de l'argent public, pour RTE, ou quasi public en tout cas, il faut vraiment qu'on soit sûr qu'il va bénéficier à la collectivité à la fin. D'où l'importance des critères de robustesse. Parce que si nous, on fait des avances, on commence à investir aussi dans du renforcement d'infrastructures autour des points de connexion, et qu'à la fin, il n'y a pas de lauréat, ou il y a un lauréat qui jette l'éponge au bout de quelques trimestres ou de quelques années, enfin tout le monde est perdant. Donc ce critère de robustesse, il est important aussi pour nous permettre, nous, d'avancer en confiance dans les anticipations qu'on peut faire pour être au rendez-vous du raccordement de cette énergie décarbonée. Un mot des compétences. Oui. Les compétences, c'est la première ressource rare. C'est la première ressource rare. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit, nous, à profondément reprendre la manière de passer nos appels d'offres. Parce qu'avant, on était RTE, c'est une entreprise technique, donc on aime bien mettre de la profondeur dans le pilotage technique de nos projets et donc de nos achats. Et donc on faisait plein de tours techniques pour affiner les propositions, etc. Et enfin, avec le retournement du marché, nos fournisseurs nous ont dit c'est plus possible. Donc il va falloir revenir sur quelque chose d'un tout petit peu plus raisonnable en termes d'offres techniques. Et puis, une fois que vous aurez décidé avec qui vous travaillez, là, on vous mettra les équipes d'ingénierie. Donc, ça nous a obligés à revoir ça. Du coup, aussi, à rééquilibrer la profondeur du pilotage technique par rapport au pilotage contractuel. Mais fondamentalement, on a aujourd'hui de très fortes tensions sur les métiers techniques. Il y a des métiers en plus qui sont en mode commun entre différentes filières décarbonées. Enfin, les soudeurs, on en parle beaucoup dans la filière du nucléaire, on en parle beaucoup aussi chez les chantiers de l'Atlantique. Voilà, donc il y a quand même tout un effort à faire. Donc nous, avec nos collègues d'Enedis, on a créé l'école des réseaux sur certains de nos métiers spécifiques. Mais je pense qu'on a probablement un effort de filière un peu plus étendu, un peu plus large à essayer de construire. Parce qu'en plus, à la fin, c'est quand même des emplois d'avenir, des emplois qualifiés. Ça offre des vraies perspectives à notre jeunesse.
Alexandre Israélien, on voulait réagir à cette question de compétences et j'ai des questions qui continuent à arriver de la part du public, donc je les ai sous les yeux pour des questions autour des appels d'offres notamment. Mais allez-y sur ce point-là, les uns et les autres d'ailleurs, parce que c'est un point central, les compétences. Mais allez-y. Compétences, c'est un sujet très signalé, identifié. Je plus sois à 1000% ce qui vient d'être indiqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie d'animer sur chacune des façades maritimes des événements lors desquels on ouvre le sujet, parce que très clairement, on pense que, en tout cas côté des jeux, et c'est peut-être une vision très modeste dans notre tour d'ivoire à Bercy, c'est qu'on ne voit pas les choses suffisamment avancées localement. Or, il y a des écosystèmes, il y a des clusters, il y a des organismes de formation privés, publics, y compris des facs, qui ont des projets, qui ont des idées, mais encore faut-il qu'il y ait un vrai pilotage. Moi, là-dessus, je pense qu'il y a un sujet, mais c'est peut-être une vision aussi là très parcellaire, c'est qu'il y a un sujet d'organisation locale à trouver avec le premier chef de file qui est le conseil régional, puisque c'est quand même lui qui, depuis 2015, est chef de file en matière de compétences et d'emploi. Donc il y a un travail à faire avec les conseils régionaux, les DRETS, bien évidemment, qui sont sur le volet emploi, et notamment les publics les plus en difficulté et éloignés de l'emploi, et bien sûr tous les acteurs de l'écosystème local, à savoir les missions locales, les missions jeunes, etc., etc. Donc il y a un énorme travail, à la fois local, peut-être aussi, c'est certain au niveau national, mais encore faut-il créer les conditions de ce pilotage de planification. Peut-être que là aussi, il y a un sujet de robustesse et de planification. Le SGPE a engagé ce travail-là. Je pense qu'il faut qu'on poursuive, il faut qu'on trouve les voies et moyens pour le faire. Mais c'est un vrai sujet et on aura certainement besoin des inputs du CER, de France Renouvelable, qui ont aussi déjà travaillé dessus. Peut-être une remarque sur l'une des dernières observations qui est absolument clé de Frédéric. Tu as parlé du Trimvira développeur, industrie et bien sûr portuaire. Et bien sûr, le port, comme tu le dis, ça se développe dans le temps long. Et donc là, on a quand même un paradoxe à régler, notamment sur l'éolien flottant, parce que c'est une technologie, une industrie qui n'est pas complètement dérisquée, mais il faut qu'on prenne des décisions dans pas trop longtemps, malgré les incertitudes, sur comment on aménage les façades pour adapter la production à l'éolien flottant, même si potentiellement on fera des erreurs et potentiellement on prendra des difficultés économiques à un certain stade, mais dans l'idée de rendre cette industrie viable sur le long terme et qui aura dérisqué, produit avec des économies d'échelle des flotteurs et adresser les marchés nationaux déjà, la priorité, et puis peut-être européens, si on peut le faire aussi. Et donc, bien avoir en tête que, mais vous le savez tous, que la AP Port, l'appel à projet Port, que l'on porte DGEC, DGITM, DGE, SGPI pour ne pas en oublier, eh bien, a une date pour rendre le dossier, je vais y arriver, le 30 janvier 2025, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il faut absolument qu'il y ait des échanges entre industriels et ports, des échanges entre développeurs, ports et industriels, et avec les écosystèmes locaux, clusters, etc. Donc je vous encourage sur le terrain à porter cette vision, à défaut d'avoir une très grande planification. L'AP Port est une manne pour organiser ça. L'appel à la manifestation intérieure qu'on a fait en 2022 pour le faire, pour apparier port, industrie, déploiement énergétique avec les énergéticiens, ce sont les bons outils. Il faut continuer à travailler dessus. Ce n'est pas une mince affaire. Et d'ailleurs, on aura une keynote avec Jean-Rémy Villageois tout à l'heure sur le rôle des ports, donc on va montrer à quel point c'est important. Alors peut-être que les uns et les autres veulent réagir sur la question de l'emploi et des compétences, il n'y a pas de souci, mais j'ai des questions qui arrivent. On va dire doublé creux DGE. Pourquoi n'y a-t-il aucun critère technique, note technique sur le choix des composants dans les appels d'offres français? C'est étonnant alors que les industriels qui sélectionnent leurs fournisseurs en font un critère central. Et une autre question, voilà, des offres européennes et robustes signifient des projets plus chers. Vous me dites si c'est vrai ou pas. Est-ce que l'État est capable d'attribuer des projets qui coûteront 20 € du mégawattheure plus cher? La deuxième question, Joker. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. On est dans une phase
bien évidemment à ce sujet. Donc à voir, on verra ce que diront les résultats des appels d'offres en cours et les futurs. Sur la première question, sur les critères techniques, en fait c'est le cas, puisque la notion de résilience, celle que nous portons à Bruxelles notamment et que nous négocions actuellement, s'appuie sur la notion de composants et d'équipements clés. Et donc l'idée c'est de s'assurer que l'on n'ait pas de production qui viennent d'ailleurs, notamment asiatiques bien évidemment, pour fournir les parcs. Et donc, que ce soit en éligibilité, je sais que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de discussions, mais aussi en notation, il y a une approche par composant, et donc ça revient à répondre à la question. Donc oui, je confirme, il y a cette approche dans les critères. Maintenant, on verra ce que ça donne dans la suite, parce qu'on est encore dans une phase en amont. Donc je ne veux pas trop m'engager là-dessus, mais en théorie, si on fait bien les choses, ce sera bien le cas. Anne-Sophie Dessillon, vous voulez rien ajouter sur ce point-là? D'ailleurs, il y a une question, vous parliez d'Asie. Avons-nous des preuves concrètes du dumping asiatique et avons-nous le temps d'attendre que les enquêtes puissent aboutir pour mettre en place des barrières à l'entrée au marché? Je souligne le point qui est souligné. Qui veut continuer à réagir sur d'autres points? Frédéric Grisot, oui, allez-y. Je vais revenir sur la question des compétences, qui est une compétence clé. On a deux horizons dans la gestion des compétences. Il y a les besoins à très court terme. RTE, on a mentionné, enfin, je pense que Gros de Saint-Martin en a parlé aussi. Voilà, les industriels qui aujourd'hui ont du travail ont besoin de compétences rapidement. Et là, on parle d'attractivité. On ne va pas créer de nouvelles filières de formation, etc. On ne va pas ouvrir des places. Les gens vont sortir trop tard. Donc, attractivité de notre métier. Effectivement, il faut qu'on arrive à rendre notre métier attractif. Et c'est sûr que la visibilité que le grand public a sur l'emploi dans l'éolien offshore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit excellente. Donc on a un travail à faire côté filière pour aller voir au-delà du creux d'activité actuel, qui est lié au trou qu'on a eu dans les différents appels d'offres français, pour voir au-delà qu'est-ce qui va se passer en 2030, quand effectivement on va aller chercher les 20 000 emplois, donc les 10-12 000 emplois supplémentaires en 2030. Et là, on est plus sur augmenter les effectifs dans les filières dont on a besoin. Alors on parle de soudeurs, mais on parle aussi de techniciens de maintenance, on parle d'ingénieurs électriciens. Il y a bien ces deux horizons-là. Un certain nombre d'entre nous ont des besoins à court terme. Il faut le faire savoir, il faut être attractif. Et ensuite, faire monter un certain nombre de filières en nombre, tout en maintenant effectivement cette attractivité. Mais à cette époque-là, en 2030, j'espère qu'on sera reconnu et visible comme une filière attractive. En tout cas, ça souligne quelques interrogations et quelques doutes. J'ai une question, faut-il limiter la puissance maximale des turbines dans les appels d'offres pour préserver les turbiniers européens? Et ça va loin dans la réflexion sur nos problématiques. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin de cette table ronde. Donc, ce que je peux proposer, c'est un dernier tour de table. Si vous voulez ajouter d'autres choses, je vois encore d'autres questions qui arrivent. Mais malheureusement, je suis un peu limitée par le temps. Donc, j'essaye de faire en sorte d'en prendre le maximum. Mais ça veut dire qu'en tout cas, ça vous suscite beaucoup d'intérêt. Si, il y a l'appel à projet port dont vous parlez. Il y a une question qui vient de tomber. Comment décloisonner, dépasser les stratégies souvent encore assez individuelles des ports pour développer des logiques de groupement, complémentarité par façade maritime? Est-ce que c'est deux choses qui sont envisagées? Si la personne a la recette, je veux bien la prendre. Nous, ce que l'on essaie de faire côté État, et encore une fois, je peux pas... on essaie d'être un peu chambellan là-dessus. C'est un sujet qu'on porte en plus des autres sujets. Donc, c'est pas totalement évident parce que ça demande beaucoup de temps. C'est de faire dialoguer déjà les acteurs. Donc, très clairement, on a fait plusieurs réunions des écosystèmes en Méditerranée. On a mis un énorme focus là-dessus en un an. On commence un peu côté Atlantique, mais bon, la date de la AP est bientôt, donc on est un peu contre le temps. Néanmoins, voilà, la recette miracle, c'est dialoguer. N'hésitez pas à interpeller l'État au niveau des préfectures de région, des secrétaires généraux. Je crois qu'ils ont leur part aussi de travail là-dessus. Ils sont d'excellents chambellans quand il faut mettre tout le monde autour de la table, que ce soit sur les compétences, parce qu'il y a les schémas locaux d'emploi avec les bassins d'emploi, et donc quand il faut aller chercher des jeunes dans les missions locales, vous pouvez vous appuyer sur l'État, mais ça vaut aussi pour le volet industriel, l'investissement des capacités manufacturières, etc. Aujourd'hui, les préfets de région et leurs secrétaires généraux sont très axés,
spécialisés sur ces questions et peuvent vous aider à faire dialoguer les acteurs. Merci. Alors, si on veut faire un dernier tour de table, Régis Maugegrin, pour conclure ces regards croisés. Alors, pour conclure, je pense, moi, que si on veut que cette collaboration vers une souveraineté industrielle elle soit fructueuse, il va falloir quand même d'abord avancer ensemble, donc avoir un vrai esprit d'équipage. Et surtout, à un moment, il faudra se mettre d'accord sur la manière de réconcilier les objectifs coûts, les objectifs planning de décarbonation et les objectifs de valeur ajoutée industrielle. Parce que Frédéric l'a dit, la DGE aussi, Alexandre l'a dit, si on veut avoir le temps de reconstituer une capacité industrielle, de relocaliser une capacité industrielle, il faudra peut-être s'accorder un peu de délai par rapport à l'objectif de 18 gigawatts en 2035. Si on veut avoir cette capacité industrielle, il faudra peut-être aussi qu'on accepte d'avoir un coût pour le raccordement, enfin en tout cas moi pour ce qui concerne les petites choses que j'ai achetées, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faudra probablement accepter de ne pas être sur le moins 10 ans pour pouvoir finalement permettre cette décarbonation avec un vrai effet de relocalisation industrielle. Voilà. Frédéric Grisot. Oui, je vais faire un peu écho à ce que vient de dire Régis, sans qu'on se soit parlé avant. Je pense qu'on est à un moment charnière pour l'industrie de l'éolien offshore. Hein. La pièce est sur la tranche, elle peut tomber d'un côté ou de l'autre. Alors si on ne veut pas tomber du côté filière photovoltaïque, hein, pour lequel j'ai beaucoup de respect et je vois bien ces difficultés, si on veut tomber du bon côté, il va falloir qu'on repense, et je pense que c'est l'avis du CER à ce niveau-là, qu'on repense les relations dans la filière. Hein, c'est un moment charnière. Donc il y a des solutions gagnant-gagnant, j'en ai esquissé une, il y en a peut-être d'autres, il faut les réfléchir ensemble. Il ne faut pas qu'on reste figé dans des schémas du siècle de la mondialisation heureuse. Hein. Ça, c'est des schémas du siècle passé. Donc aujourd'hui, c'est un combat de bloc économique et un continent qui n'a pas d'usine, c'est un continent vulnérable. Donc il faut qu'on se prenne en main et qu'on trouve la bonne direction pour remplir l'ensemble de ces contraintes et de ces objectifs tous ensemble. Merci à vous, Alexandre Israélian. Merci. Je suis totalement en ligne sur cette idée de patriotisme économique parce que ça confortera notre modèle social et économique. Sans ça, on aura des difficultés à la suite. Le mot de la fin de mon côté, il sera européen. On a fait le NZIA encore une fois. La France a porté le sujet. On a quand même été parfois très seul par rapport aux autres États membres. On a un objectif d'homogénéisation, comme l'a dit Frédéric. Malheureusement, le 30% d'enchères couvertes ne va pas assez loin, le 40% non plus de manufacturiers, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, 90% des équipements sont produits en France et il faut donc muscler le jeu. Et le muscler, ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur quels sont les schémas, les discussions qu'on doit avoir à l'échelle européenne, prenant la suite du critère résilience du NZIA. Et là, il y a plusieurs possibilités complémentaires les unes aux autres, peut-être plus fortes individuellement, à voir, mais il y en a une déjà, c'est il faut peut-être, comme le ministre l'a fait vendredi dernier à Bruxelles, parler de Made in Europe, très clairement. Je crois que ça y est, on a passé le cap où la France commence à le dire plus clairement. Donc le ministre Ferracci l'a dit à Bruxelles, Made in Europe, Europe first. Donc potentiellement, la suite de la résilience, ça peut être le critère Made in Europe. En parallèle ou en complément, en combinant, j'en sais rien, il faut voir, ça peut être aussi revenir sur les régimes d'aide d'État d'une façon ou d'une autre, parce que le 30-70, c'est quand même très contraignant, c'est un carcan. Même si on essaie de le maximiser pour flécher la demande vers l'offre industrielle européenne, ça reste un exercice un peu acrobatique pour tout le monde, parce que les règles sont très techniques, donc ce n'est jamais garanti d'y arriver. Et donc, il y a peut-être aussi un sujet de décloisonnement du 30-70 et de faire en sorte que les aides d'État soient libérées. Mais le problème, c'est qu'on va faire face à toute une orthodoxie européenne à laquelle la France est quand même, dans laquelle la France n'est pas forcément majoritaire. Donc, il faut qu'on joue collectif sur l'un des deux schémas. Peut-être qu'on pourrait dire on a besoin de modifier le 30-70 et puis ça sert à un repoussoir au niveau européen pour avoir du Made in Europe. Ça peut être une tactique.
Nous, on est preneurs de vos préconisations, de vos idées. Il faut qu'elles soient techniques, il ne faut pas que ce soit juste des principes, il faut qu'on ait de la matière et des démonstrations. Donc, vraiment ouvert aux propositions, mais vraiment sous l'angle, qu'est-ce qu'on a comme but de guerre à l'horizon de 2 ans, on va dire, là-dessus. Merci à vous et Anne-Sophie Dessillon. Pas facile d'être la dernière à conclure alors qu'il y a déjà tout a été dit. Non, peut-être juste très brièvement, effectivement, on a tous un grand défi devant nous. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste. On peut, si on avance ensemble en respectant tous les critères dont on vient de se parler, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Je pense qu'effectivement, il faut y aller de manière volontaire. Et peut-être juste pour finir sur une petite ouverture et peut-être un peu provocatrice, pas naïve non plus. Et notamment, on a parlé beaucoup des critères. Il faudra aussi vérifier que nous, on mise beaucoup qu'il y ait des pénalités qui soient à la hauteur aussi pour s'assurer que les engagements qui seront pris soient tenus dans la durée. Voilà. Merci à vous, ça sera donc le mot de la fin, si je puis dire. Merci à tous les 4, en tout cas, pour avoir participé à ce regard croisé.